Bon, Robert, vous avez de la chance. Oui, tant mieux. Bon, où est-ce qu'est passé Francis aujourd'hui? Francis est toujours à Lima en train de terminer le film qu'on prépare pour le Pérou. Alors, le reportage d'aujourd'hui, il nous parvient de quel coin du monde? Il nous parvient de l'Équateur. Je crois que c'est un bon indice de ce qui se passe dans ce pays parce que c'est un pays qui est plein de contrastes. Ouais. Pour les paysages, parce qu'en quelques heures, on peut traverser des déserts, des forêts tropicales, des montagnes aux neiges éternelles. Et pour les gens. C'est une terre de contraste, berceau des civilisations antiques et modernes, c'est ça? Faut bien vendre son sujet. Bon, très bien le lancement, continuons. Bon, donc, il faut pas se fier au titre du film. Donc, on est allé très loin, mais on est resté en Équateur. C'est tout, c'est tout le lancement, hein. Tout le mystère est entretenu. Alors le reportage entier présenté par les Canadiens cette semaine, un coin d'Afrique. Près de la frontière colombienne, au cœur d'une vallée protégée par la chaîne des Andes, un petit groupe survit depuis plus de 300 ans dans un isolement presque total. 7 heures de mauvaises pistes sont nécessaires pour y accéder. Mais ces efforts seront largement récompensés. Nous sommes en Afrique. Les origines des Noirs de la vallée de Chota sont encore obscures. La majorité d'entre eux sont des descendants d'esclaves achetés en Colombie par les Jésuites, alors propriétaires de la vallée. On les utilisait dans la culture de la canne à sucre, des fèves, du maïs et dans le travail domestique. Le grand-père de Papa Salomon travaillait pour les Jésuites. Il se souvient aussi d'un propriétaire de l'hacienda qui le payait 1/5 de sucré pour ses 16 heures de travail quotidien. Plus tard, il gagnait jusqu'à 20 sucres, mais devait en rembourser 30 pour chaque journée de repos. Il n'a jamais pu voir la fin de sa dette. Le village de Santana a ceci de bien particulier. En 1985, il fonctionne presque de la même façon qu'en 1650. Malgré leur contact avec les Indiens et les Blancs, ses habitants conservent une culture encore très africaine. Mario Monteforte, écrivain, historien et sociologue, l'explique comme suit. Les nègres ici ne se sont pas mélangés avec les Indiens à cause d'une différence profonde de culture. Ensuite, il y avait de certaines légendes parmi les Indiens contre des personnages, des caractères nègres dans la mythologie. Santana et les villages environnants forment un groupe social et culturel très riche. Les quelques enfants qui vont maintenant à l'école n'en ont pourtant aucune idée. Dans leurs livres, il n'existe pas. Il y a quelques mois, Santana a été alimenté pour la première fois en électricité. Les conséquences que cela entraînera sont loin de plaire à tous. Dans la vallée de Chota, la culture noire traditionnelle est en train de se perdre à cause des nouvelles routes, de la télévision, de l'électricité et du développement des moyens de communication. S'il n'y a pas eu de mélange raciaux à Santana, cela n'a pas empêché le développement de traditions locales. La musique emprunte souvent de forts accents indiens. La danse prend aussi des allures tout à fait spécifiques à la vallée. La danse de la bouteille ne se retrouve nulle part ailleurs. À chaque dimanche, Hortensia va à la messe. Elle croit en Dieu et le prie fidèlement. Et pourtant, c'est une sorcière. Comme les docteurs et les hôpitaux sont hors d'accès, elle soigne tous les maux du village. En frottant d'abord des herbes sur le corps du malade, et puis un œuf qu'elle ouvrira pour découvrir la source du mal. Ici, la sorcellerie fait bon ménage avec l'Église. Bientôt, les enfants préféreront sans doute les aventures télévisées de Batman aux histoires fantastiques racontées le soir par leur grand-père. Mais pour Tio Teofilio, le chef du village, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il est en faveur de tous ces changements et brûle d'envie de voir arriver les touristes.
Il ne craint pas de perdre son héritage culturel. Le plus important à conserver est le respect des enfants pour leur père, ce qui ne représente aucun risque selon lui. Heureusement, certains sont plus vigilants. Oscar Chela est président de l'Institut afro-équatorien. On commence à prendre conscience de ce problème et on s'organise en prenant contact avec d'autres groupes noirs d'Amérique et d'Afrique. Il est important de perpétuer cette culture parce qu'elle est unique en Amérique et dans le monde entier. Pour arriver à ces fins, l'Institut afro-équatorien entend faire la compilation écrite de toutes les histoires des vieux de Santana. En attendant, la vie paisible du village se poursuit, insouciante de ce que l'avenir réserve à ces gens, qui après 300 ans ne sont plus vraiment africains, mais pas encore équatoriens. Eh bien, Jean-François Kahn, voilà un vrai reportage que bien des journalistes professionnels aimeraient rapporter. Et que vous publieriez volontiers dans votre journal. Absolument, il est épatant, parce qu'il est efficace, parce qu'on apprend des choses sans arrêt. D'abord, on apprend qu'il y a ces Noirs en Équateur. Moi, je ne savais pas personnellement. Moi non plus. Et on apprend des choses sans arrêt. C'est un très, très bon reportage. Il y a un autre cas en Amérique latine. Il y a en Guyane une communauté noire. Et alors là, c'est encore plus extraordinaire, parce que cette communauté noire, elle parle langue caraïbe, des Indiens caraïbes. Or, il n'y a plus d'Indiens qui parlent caraïbe. Il n'y a que ces Noirs qui parlent caraïbe. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'était des esclaves noirs de la Martinique qui se sont révoltés, qui sont devenus des esclaves marrons. Et ils se sont réfugiés dans la forêt chez les Indiens caraïbes qui résistaient aux Blancs. Ces Indiens ont été exterminés et ces Noirs ont été déportés vers la Guyane, mais ils ont emmené la langue caraïbe qu'ils avaient appris. Donc les seuls qui parlent caraïbe aujourd'hui, c'est des Noirs au milieu de la Guyane. Je voulais rajouter, il y a une anecdote assez amusante aussi en ce qui a trait à la langue. Il y a plusieurs vieux du village qui parlent encore latin parce que c'est les Jésuites qui les employaient comme esclaves il y a encore 150 ans de ça, je crois. Et plusieurs vieux parlent latin encore. C'est assez amusant. Nous allons passer à la notation maintenant. Jean-Louis Boudou fait « Non, je ne vote pas, bien sûr, vous représentez Radio-Canada ». Alors Pierre-François Chaton va noter, lui, pour la Suisse romande. Alors ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est un sujet complet où on apprend des tas de choses. Alors les notes, 8, 5, 5, 4, 10, ce qui fait un total de 32. Bien, voilà une note large et bien méritée. José Sacré pour Télé Monte Carlo. 8, 4, 4, 3 et 10, ce qui fait un total de 29. C'est en effet un reportage qui fourmille d'informations, qui est plein de plans très variés. On découvre la population dans son ensemble, on découvre les individus, leur musique, leur danse. Et puis ce qui est extraordinaire, ce sont ces enfants qui vont à l'école apprendre dans des livres où ils n'existent pas. Bruno Albin, que nous dit-il pour Antenne 2? Il dit la même chose, il ne peut pas ne pas trouver ce reportage excellent. Moi, j'ai juste une petite réserve. J'aurais bien aimé savoir quel était le regard que les Indiens des Andes peuvent porter sur ces Noirs des Andes. Ça m'aurait intéressé, mais néanmoins, les notes sont bonnes. 8, 4, 3, 4, 9... Non, attendez, je me suis encore trompé de ligne. Il s'est trompé de ligne. 8, 4, 4, 4, 9, un total de 29, excusez-moi. Ah, vous ne facilitez pas la tâche de Roger Bourgeon pour ses comptes. Alors maintenant, Sophie Eke pour RTL Télévision. Bien, moi, je suis ravie de voir que nos amis canadiens montent très très haut de par leur voyage, mais montent tout doucement, remontent très très bien au niveau du Grand Raid. 8, 5, 4, 4, 9 pour un total de 30. Bien, alors pendant que Roger Bourgeon fait son global, c'est Toto. 120 points. 120 points. Vous pouvez répondre peut-être à la question de Bruno Albin, savoir comment les Équatoriens voient ces Noirs. Il n'y a pas de mélange du tout parce que pour les Équatoriens, les Noirs, je ne sais pas d'où ça vient cette idée, mais ça représente des... c'est triste à dire, mais ça représente des bêtes, des démons. C'est des croyances qui sont très anciennes et ils ont peur d'eux. Pour eux, c'est encore des hommes préhistoriques et c'est ridicule, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas de mélange. Bon, il y a un mélange pour la musique et tout, mais il n'y a jamais de mélange interraciaux et ça reste assez séparé.